Bonjour à tous, bienvenue pour la journée de l'Europe sous la tente des débats sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Vous êtes avec nous et en compagnie d'un public nombreux. Notre débat est diffusé sur France 24 et Public Sénat pour parler d'Europe, de la culture et des sciences, puisque nous avons invité sur notre panel des Européens au parcours inspirant. La tête dans les étoiles, dans les petits plats mijotés, dans les carnets de croquis ou alors dans les séries télévisées. Et oui Caroline, car l'Europe est présente dans tous les secteurs de notre vie quotidienne, mais également dans les secteurs qui nous inspirent, qui nous font rêver, comme la culture. Si on prend le cinéma par exemple, le programme européen Europe Créative finance l'audiovisuel européen à hauteur de plus de 2 milliards d'euros sur 7 ans. Et puis l'Europe se projette aussi dans l'espace. En 7 ans, le programme spatial européen est doté de 15 milliards d'euros. Et on attend avec impatience le décollage de la fusée européenne Ariane 6 qui est prévu cet été. On va en parler avec vous, Michel Tonini. Bonjour. Alors, vous êtes un astronaute, on le voit d'ailleurs à votre costume, mais vous avez été chef du Centre européen des astronautes même. Vous avez passé 19 jours dans l'espace lors de 2 missions différentes. La première en 92 avec le vaisseau Soyouz pour aller vers la station Mir, et puis en 99 avec la navette spatiale Columbia. D'ailleurs, vous avez recruté, paraît-il, un certain Thomas Pesquet, non? Vous ne regrettez pas? C'est ça. J'ai quitté la NASA en 2003 après l'accident de Columbia, malheureusement, où j'ai perdu 3 de mes collègues et 7 astronautes. Et j'ai quitté en 2003 pour aller à Cologne, qui est le Centre européen des astronautes. Et là, j'ai recruté, j'ai fait la première recrutement de sélection européenne, où il y avait 6 candidats, enfin 6 recrutés sur 8000 candidats, 8400 candidats, et Pesquet a réussi à être le Français élu. Oh ben on s'en félicite un peu quand même. Et on accueille également Coco Pello. Bonjour, c'est votre nom d'auteur de bande dessinée. Vous venez de publier récemment la bande dessinée intitulée La Tour de Babel. Le principe, c'est une enquête en immersion de 2 ans au cœur des institutions européennes et à la rencontre de ces différents acteurs. Alors vous avez également réalisé auparavant la bande dessinée Palais Bourbon au cœur de l'Assemblée nationale et vous avez participé à Carnet de campagne sur la présidentielle française. Et finalement, Coco Pello, vous avez eu plus d'accès au cœur de la sphère politique européenne que les journalistes. Oui, en fait c'est un peu plus facile pour moi d'avoir ces accès parce que les hommes et les femmes politiques, que ce soit en France ou en Europe, se méfient un peu moins des auteurs de bande dessinée. Souvent on a l'impression qu'on va dessiner des Mickey et des Tintins sur notre côté, mais en fait il y a le texte et donc moi j'ai essayé de suivre au plus proche les décideurs politiques, de dessiner et de raconter sur tout ce qu'ils disaient pour montrer vraiment une scène en embarqué. Et à vos côtés, donc Julia Sedevjian, bonjour. Vous êtes devenue la plus jeune chef étoilée de France à 21 ans en 2016. Vous êtes chef au restaurant Baeta à Paris, qui veut dire bisous en niçois, précisons-le, et qui a obtenu une étoile Michelin en 2019. Vous êtes née à Nice d'une famille sicilienne, arménienne. Un mélange européen, donc. C'est d'ailleurs un mélange européen pour vous, votre cuisine et ou votre cuisine? Ouais, j'ai mon restaurant Baeta dans le 5e, juste à côté. Niçoise, d'origine arménienne et sicilienne, donc un caractère bien trempé, comme ma cuisine. Comme un peu tout le monde ici, vous allez le constater. Et on accueille également Fabienne Servan-Schreiber. Bonjour. Vous êtes productrice de cinéma. Vous avez fondé en 1983 la société Ciné TV et vous avez produit récemment la série Parlement. 3 saisons disponibles actuellement sur les plateformes de France Télévisions. Le principe de cette série, c'est de croquer avec humour, avec ironie, le Parlement européen. C'est l'histoire d'un jeune assistant parlementaire qui circule, voyage dans les méandres du Parlement et des institutions européennes. Ce personnage, il s'appelle Samy. Samy, il est un peu perdu finalement dans ces institutions européennes. Mais il est comme nous lorsque nous y arrivons. On est tous un peu perdus. Mais la série est destinée évidemment à faire rire, mais à faire connaître les méandres des institutions européennes. Et les faire connaître, c'est aussi les faire aimer. Alors, Michel Tonini, astronaute, donc c'est un rêve de beaucoup d'enfants. Comment est-ce qu'on devient astronaute? Beaucoup de gens dans le public se posent la question et vont d'ailleurs sans doute vous la reposer après moi. Mais dites-nous un peu. Alors la première sélection d'astronautes qui s'est faite du temps de Gagarine et John Glenn, on ne recrutait que des pilotes de chasse, pilotes d'essai. Et je suis moi-même pilote de chasse, pilote d'essai. Donc j'ai fait l'école de l'air, j'ai fait une carrière de pilote de chasse sur avion Mirage et ensuite pilote d'essai. Et j'ai été recruté comme pilote d'essai parce qu'à l'époque,
l'Europe s'intéressait à un programme qu'on appelle Hermès, qui était une navette spatiale européenne qui aurait dû décoller sur Ariane 5. Ce programme a commencé à 11 tonnes, il est monté tout doucement à 22 tonnes, et comme Ariane 5 ne pouvait lancer que 20 tonnes, ce programme a été annulé en 1992, le jour où j'ai fait mon décollage sur le Soyouz vers la station Mir. Et on parlera des différentes étapes de cette aventure spatiale européenne de plusieurs décennies. Alors, Coco Pello, racontez-nous votre parcours. Comment vous en êtes arrivé à devenir auteur de bande dessinée? C'est pas forcément facile. C'est pas forcément évident. Moi, j'ai pas fait d'études de dessin ni d'études de journalisme pour en arriver là. Alors, en fait, j'ai commencé en dessinant de mon côté le parcours des militants durant la campagne 2017, en racontant les petits méandres de la campagne, les petites choses qui se disaient à côté. Ensuite, vous l'avez dit, je suis passé à l'Assemblée nationale pour d'abord dessiner nos députés, comme faisaient les dessinateurs en fait à l'époque, au XVIIIe siècle. Donc, je faisais des caricatures. Finalement, à force d'y aller, on m'a donné un badge. J'ai fait cette bande dessinée. Je me suis intéressé à la campagne présidentielle ensuite, où j'ai suivi 2 candidats au profil très éloigné, qui étaient Jean Lassalle et Valérie Pécresse, et 2 winners en fait. Et ensuite, je suis arrivé à me dire durant cette campagne, tiens, il y a la guerre en Ukraine qui a éclaté. On parle de plus en plus d'Europe, on commence à sortir les drapeaux européens dans les rues. Il y a quelque chose au-dessus de nous qui s'appelle l'Union européenne, mais personne ne connaît son fonctionnement. Allons voir de plus proche ce qui se passe et essayons d'infiltrer cette grande machine, ce grand bazar. Oui, c'est ça. Il y a une question au début de votre bande dessinée La Tour de Babel, c'est qui Bruxelles finalement? Ah oui, parce qu'à chaque fois on dit, et on entend beaucoup dans les médias, surtout les médias en France, on a l'habitude de taper sur Bruxelles, on dit toujours oui, il y a le diktat de Bruxelles, le diktat des institutions, et en fait on ne sait pas du tout, on a l'impression d'avoir aucune prise dessus. Et moi je voulais savoir quelle était la réalité du terrain, et donc je me suis mis à prendre des billets d'abord pour Bruxelles, un petit peu en néophyte comme ça. On m'a laissé rentrer parce que le mec qui s'occupait de la presse adorait la bande dessinée de base, et puis ensuite j'ai cherché de plus en plus de contacts. J'ai accompagné des commissaires européens sur le terrain et j'ai parcouru un petit peu toute l'Europe comme ça. Alors que ceux qui nous ont rejoints sous la tente viennent s'asseoir, il y a plein de places, c'est ouvert à tous, il y aura des questions du public très bientôt. Prenez vos places s'il vous plaît. Et Julia Sévedjian, quand on est une femme, quand on est jeune, comment est-ce qu'on devient la première chef étoilée de France? Beaucoup de gens sont peut-être intéressés par ce parcours, qui est quand même un parcours très exigeant, mais c'est vrai qu'on aime bien quand même la gastronomie en France, donc ça fait aussi un peu rêver. Donc moi je suis née à Nice, j'ai fait un parcours plutôt classique, j'ai fait mon CAP cuisine en alternance pendant 2 ans, un CAP pâtisserie ensuite pendant 1 an, et à l'issue de ces 3 années d'apprentissage, je suis montée sur Paris pour le CV, pour aller voir un peu ce qui se passait sur la capitale, et très vite en fait ensuite j'ai monté les échelons, donc de commis, demi-chef de partie, sous-chef dans un restaurant étoilé dans le 7e. Et j'y suis resté 6 ans jusqu'à obtenir ma première étoile en 2016 à l'âge de 21 ans. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. C'est un métier qui nous demande beaucoup de rigueur, beaucoup de pression, mais c'est un métier passion avant tout. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis très fier d'avoir cette étoile. Je suis très fier de ce parcours, mais avant tout, je suis une plus jeune chef étoilée de France et pas jeune femme chef. Parce qu'on est tous des hommes avec un grand H et que en cuisine, on est tous égaux, on a tous nos uniformes. Et, voilà. Donc finalement, vous n'aimez pas quand on vous pose la question de ce milieu de la gastronomie qui est quand même très masculin. Est-ce que c'est dur de s'imposer quand on est une femme où il n'y a pas de différence? Moi, dans mon parcours, j'ai pas senti de différence. Toujours beaucoup de bienveillance. J'ai toujours été dans des équipes à taille humaine, donc voilà, beaucoup de bienveillance et je sais que ça peut exister, je sais qu'il y a des parcours plus différents des miens, mais en tout cas, moi, voilà, beaucoup de bienveillance et j'en ai jamais souffert. Et aujourd'hui, c'est plus une force qu'autre chose. Ouais. Alors, Fabienne Servan-Schreiber, racontez-nous comment est née l'idée de cette série Parlement. C'était il y a quelques années, première saison en 2020. Et elle a connu un franc succès. On peut rappeler les chiffres, 7 millions de spectateurs et une diffusion dans une dizaine de pays.
Encore plus que 10 d'ailleurs. 10 millions de Non, spectateurs. maintenant on est à une quinzaine de pays, c'est formidable. Ouais, D'accord. Qui ont acheté. Écoutez, l'idée est venue tout bêtement parce que il se trouve que j'ai vécu avec un député européen qui s'appelle Henri Weber, qui malheureusement est décédé du Covid, et je voyais. Vous pouvez rapprocher un petit peu votre... Henri Weber, que je connaissais bien. Et donc je le voyais travailler, partir là-bas, être extrêmement passionné par ce qu'il faisait, et d'ailleurs me dire régulièrement, c'est très intéressant pour nous, hommes politiques français, de partager les idées avec d'autres pays. Parce que ça nous enrichit, ça nous stimule. C'est un métier extrêmement intéressant. Et parallèlement à ça, je rejoins ce que disait monsieur. On entend autour de nous que des critiques. L'Europe, ça marche pas, c'est bureaucratique, c'est casse-pied, voilà. Et le décalage, entre la réalité du travail là-bas et la conscience qu'il se jouait beaucoup de choses pour nous, publics et citoyens, ça se passe à Bruxelles, et la méconnaissance complète de ces institutions m'a donné envie de faire connaître le Parlement européen. J'avais déjà fait des documentaires, il existait beaucoup de documentaires, je me suis dit il faut absolument passer à la fiction. Et si on passe à la fiction, évidemment il faut faire une comédie pour faire rigoler les gens, parce que ceux qui n'ont peut-être pas envie d'entendre parler d'Europe, au moins ils auront envie de venir rigoler. Et j'ai eu la chance de tomber sur un jeune prodige qui s'appelle Noé Debré, qui est un très grand auteur maintenant de séries et de cinéma. Et voilà, et c'est parti comme ça. Voilà, et c'est parti, et ça nous a fait beaucoup rigoler, il faut bien dire. Alors, Michel Tonini, pour l'aventure spatiale, le budget de l'Europe était de 8 milliards d'euros en 2021, contre 40 milliards de dollars pour les Américains. C'est un petit décrochage quand même. Il y a tout de même de très beaux programmes très performants. On a parlé d'Ariane 6, Galileo, le GPS européen Copernicus, le système civil de navigation et d'observation de la Terre. Vous avez œuvré vous-même à cette aventure spatiale depuis des années, et elle a réservé de bonnes surprises, il faut bien dire. Nous, on est très contents du programme spatial parce que, comme je vous ai dit, on a commencé avec Hermès. Hermès n'a pas été une réussite foudroyante parce que ça a été abandonné, mais on a quand même surfé sur la vague Ariane 5 qui a décollé avec succès pendant de nombreuses années. Et ensuite, lorsqu'on a vu l'arrivée de ce qu'on appelle le New Space, c'est-à-dire les privés dans l'espace, comme Elon Musk et Jeff Bezos, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse des lanceurs moins chers et plus adaptés à la charge utile et aux satellites qui diminuent en taille, donc d'où Ariane 6. Alors, souvent on compare les États-Unis avec l'Europe. C'est vrai que nous, on décolle 7 fois par an, au meilleur des cas, alors que l'année dernière, SpaceX a lancé 100 fusées. Mais il faut savoir qu'il y a une grosse différence entre les deux grands pays. C'est que, premièrement, Elon Musk lance des fusées à kérosène. Donc c'est vraiment l'usine à gaz très très ancien, c'est l'équivalent du Soyouz. Nous faisons décoller Ariane 6, qui est une fusée qui fonctionne à hydrogène-oxygène, de la cryogénie, donc c'est extrêmement sophistiqué, c'est de la technologie moderne, donc on a quand même une longévité beaucoup plus grande que celle du kérosène. Et puis deuxièmement, le New Space a quand même un défaut, c'est que tout dépend de son leader, qui est aujourd'hui Elon Musk. Et si jamais Elon Musk disparaît, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Ce qui se passe derrière, c'est que très certainement, ça serait repris par la NASA. Et donc, la NASA, ce serait le travail avec des fonctionnements... Non, mais en vrai, on est plutôt bons, les Européens, pour l'espace. En vrai, on est plutôt bons. C'est-à-dire qu'il faut... En ce moment, on est fiable. On a une petite mauvaise période. Pourquoi ? Parce qu'on a arrêté Ariane 5. On n'a pas encore Ariane 6. On avait Vega, qui a mal fonctionné parce que la guerre en Ukraine nous a permis d'avoir un système qui fonctionnait mal pour la tuère. Et puis aussi, on a eu Soyouz à Kourou qui décollait, qui s'est arrêté le jour de la guerre en Ukraine. Donc on a eu la conjonction de 3 éléments négatifs pour nos décollages. Donc on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau. Mais on a réussi à lancer le plus gros télescope James Webb avec Ariane 5. Ça, c'est nous qui l'avons fait. Donc une confiance qui est excellente avec les États-Unis. Et il y a 15 jours, et j'étais à Cap Canaveral pour cet événement, on a lancé 4 satellites de Galileo avec SpaceX. Donc on est vraiment dans la coopération entre les Européens et les Américains. Et notamment en coopération entre le public et les grandes entreprises privées. Oui, bien sûr, parce qu'on fait entrer dans nos grandes institutions de fonctionnement et de construction de fusées des entreprises qui sont privées. Donc sur Airbus Space Defense, eh bien, il y a 550 entreprises privées qui fonctionnent pour le fonctionnement de la fusée.
Alors préparez bien vos questions pour les passionnés d'espace, hein, on y répondra dans quelques minutes. Et également pour les gourmands, hein, puisque l'Union européenne, l'Europe a un lien avec l'alimentation, la gastronomie. Alors l'alimentation d'abord, car il y a la fameuse politique agricole commune qui représente un tiers du budget de l'Union européenne et qui nous garantit une alimentation de qualité. Et puis avec la gastronomie, par exemple, Julia Sedevjian sur les labels, les appellations d'origine protégée, les indications géographiques protégées, voilà pour finalement conserver ces produits du terroir français et européen. Et ça, c'est important dans votre cuisine. Bien sûr que c'est important. Je pense que les produits, c'est ce qu'on va regarder en premier pour une bonne cuisine. On est tout le temps en train d'essayer de sourcer de nouveaux produits, de goûter tout le temps. Moi, j'adore déguster. Le matin, on vient me faire découvrir des huiles d'olive, des épices. C'est quelque chose, de par mes cultures aussi différentes, que j'adore. Donc, c'est vrai que l'Union européenne a créé ces labels pour protéger ces produits de terroir. Le champagne, c'est en Champagne. Voilà, les fromages, il faut respecter le champignon pour pouvoir avoir l'appellation. Sur les vins, également les zones géographiques pour les vignes. Donc tout ça, c'est quelque chose. Vous travaillez avec des produits uniquement français de votre région, les Alpes-Maritimes, ou également avec certaines appellations européennes? Il y a certains produits comme les épices par exemple où on travaille bien sûr pas que sur la France, mais de plus en plus nous le but c'est de se rapprocher sur du local, donc d'avoir des labels aussi comme des guides, on est écotable par exemple, donc ils vont vérifier qu'on utilise bien sûr des produits frais et ensuite des produits locaux, faire attention au gaspillage alimentaire bien sûr, il y a tous ces... Il y a forcément le circuit court à valoriser. Alors on l'a dit, de par vos racines siciliennes, arméniennes, vous êtes niçoise, est-ce que vous travaillez ces différentes inspirations qui sont finalement le continent européen? Bien sûr, c'est un mélange dans ma cuisine en fonction de mes humeurs, en fonction des saisons aussi. Quand je peux pas travailler certains produits de Nice, je me tourne plutôt vers l'Arménie ou la Sicile. Donc voilà, ça dépend des humeurs et de l'envie. Mais on a l'habitude de changer souvent nos plats aussi, donc ça laisse part à beaucoup de créativité. Par exemple, sur la Sicile, quels produits vous aimez travailler? Par exemple, avant que les tomates arrivent ici, elles arrivent en Sicile en premier. Donc on va avoir les tomates, les aubergines de Sicile, les agrumes de Sicile, beaucoup qu'on travaille pendant l'année. Voilà, on s'adapte un peu en fonction des récoltes. Alors, vous adaptez aussi beaucoup au monde bruxellois dans la tour de Babel, Cocopello, parce que vous dites que finalement vous connaissiez rien à l'Europe il y a quelques mois, il y a 2 ans en fait, et vous avez décidé de vous y plonger, de la découvrir par tous ses aspects, alors nationaux, parce que vous voyagez beaucoup, communautaires, et puis une vraie diversité culturelle européenne là encore, et aussi nous la rendre plus concrète cette Europe. Qu'est-ce qui vous a le plus finalement ému, intrigué, vous y attendez pas? C'est vrai qu'on dit souvent que l'Europe c'est loin et que c'est compliqué. Alors c'est pas si loin que ça parce que pour résoudre les grands sujets de demain, on parle de la crise climatique, on a eu le Covid, on a la guerre en Ukraine aujourd'hui, on a toutes les histoires de souveraineté avec les ingérences étrangères, la Chine, les États-Unis, etc. Je pense qu'on va avoir besoin de cette Europe-là et moi je partais de ce constat-là et de se dire allez hop, on va tirer un fil et on va voir d'un peu plus près ce qui se passe. En regardant le fonctionnement, je m'aperçois que c'est pas non plus si compliqué que ça et que le fonctionnement global est assez compréhensible par l'ensemble des citoyens et j'ai quand même été assez marqué par le fait que personne n'y comprenait rien et que dans les médias et même aujourd'hui quand je fais certains plateaux télé, certaines radios, on me dit dis donc Cocopello, c'est compliqué l'Europe hein. Et en fait, non, c'est pas nous qui allons vous dire ça avec Alexandre. Alors, c'est pas vous qui allez dire ça. On anime une émission toutes les semaines. Mais généralement, dans les médias français, c'est ce qui se dit. Voilà. Et donc, c'est une manière pour moi de tirer le citoyen hors de cette Europe, alors qu'on va avoir pleinement besoin de nos voix citoyennes, et notamment en juin prochain. Et puis c'est un dialogue permanent entre les États membres, les différents États membres de l'Union européenne, entre les différentes formations politiques. Voilà, c'est tout ce dialogue, ce trilogue même, puisqu'il y a aussi la Commission européenne qui se tisse à Bruxelles.
et à Strasbourg. Et oui, et puis aucune décision ne se fait sans l'accord des États membres. Et ça, on l'oublie souvent, notamment dans nos médias nationaux et chez certains de nos politiques. Et moi, en fait, en regardant de plus près ce fonctionnement, je m'aperçois à quel point le couple franco-allemand aussi est important dans toutes les décisions qui se passent à Bruxelles au niveau du Conseil européen, donc des chefs d'État et de gouvernement, et qu'on ne peut pas faire sans eux, sans la voix de la France et de l'Allemagne. Donc dire que Bruxelles prend ses décisions toute seule, c'est pas vrai du tout. Alors, quelques infos sur l'Europe et le cinéma. L'Union européenne qui soutient à bout de bras le secteur audiovisuel. Europe créative pour les 7 prochaines années s'élève à 2,2 milliards d'euros. Puis il y a un certain nombre de règles imposées par l'Union européenne. Par exemple, les plateformes à la demande que vous regardez, Netflix et les autres, etc. 30% d'œuvres européennes. Ça, c'est plutôt bon. D'ailleurs, c'est assez indispensable, cette aide, pour le secteur audiovisuel qui serait peut-être sinistré, Madame Servan-Schreiber. Oui, c'est indispensable puisque ça aide et à la diversité et à la souveraineté de l'industrie culturelle et audiovisuelle européenne. D'abord, ça nous oblige à travailler tous ensemble, ce qui est déjà important, je trouve, puisque les règles nous forcent, nous incitent à travailler avec d'autres pays et à déposer des dossiers tous ensemble. Et puis, effectivement, si on n'avait pas eu ce soutien, on aurait peut-être été balayé par la force de l'industrie américaine. Alors que là, on a heureusement une très grande créativité en Europe. Et d'ailleurs, la France a très souvent joué un rôle primordial dans l'acceptation et dans l'obligation de toutes ces règles. L'incitation à toutes ces règles. Venez d'ailleurs continuer à vous installer, continuer à faire rentrer les gens dans l'attente. On va vous montrer d'ailleurs un petit clip assez rigolo. Et oui, Fabienne Servan-Schreiber, car le but de la série Parlement, c'est de s'intéresser, de comprendre l'Union européenne, voire même de l'aimer, c'est ce que vous avez dit. Et pour les élections européennes qui ont lieu le 9 juin prochain, vous avez réalisé 8 clips inspirés de la série Parlement avec les acteurs de la série pour inciter les citoyens à aller voter. On va regarder l'un de ces clips. Bonjour, vous avez choisi? Je sais pas quoi prendre, moi. Non, il n'y a rien qui me donne vraiment envie. Il y a le plat du jour, quinoa, brocoli vapeur, tofu. Non, merci. On va se débrouiller, merci. Brocoli. Oh, mais alors, ils osent tout. Voilà, beaucoup de sourires dans la salle. C'est vrai que voilà, c'est difficile de choisir un menu au restaurant justement, mais au moins le menu, en effet, des élections européennes du 9 juin, c'est à vous de le choisir et pour pas que d'autres choisissent les brocolis pour vous. Voilà, c'était le truc un petit peu rigolo. J'ouvre d'ailleurs le débat aux questions. Levez vos mains. Alors dans la salle, vont effectivement deux micros vont circuler, 2 questions par là. La jeune fille, le monsieur, voilà. Est-ce que je peux dire quelque chose sur ces clips? 2 secondes. Oui. Ces clips, vous pouvez tous les partager, les envoyer sur les réseaux sociaux, et vous adresser surtout aux personnes que vous connaissez qui ne sont pas du tout décidées à aller voter, puisqu'ils sont destinés à inciter, à encourager tous les gens, et particulièrement les jeunes, à aller voter. Donc vous pouvez tous vous en emparer et les faire circuler. Oui, ils sont très drôles surtout. Monsieur, vous vouliez poser une question? Oui, bonjour. Ma question est un peu générale. Je parle pour l'association Sciences Citoyennes qui s'inquiète des conditions d'élaboration du budget recherche de la Commission européenne. Aujourd'hui, le programme européen est budgété sur une période de plusieurs années et en cours d'élaboration est ce qu'on appelle le FP10, qui va apporter sur plusieurs années, qui va être adopté en pour 2027. Et ce budget est élaboré en accord ou en concertation avec un high level group qui est composé d'une quinzaine d'experts qui sont tous liés presque avec l'industrie. Et ce que demande l'association citoyenne, c'est que ça soit démocratisé par une convention citoyenne qui serait aussi mis dans la boucle de l'élaboration du budget européen, qui concerne quand même plusieurs dizaines de milliards d'euros sur le long terme.
Donc ça me paraît relativement important de le dire aujourd'hui. Je suis pas sûre qu'on puisse vous répondre sur des questions très très techniques sur la science, bien sûr, mais c'est une bonne intervention pour dire quand même, peut-être on va le dire avec vous, Monsieur Tonini, que il y a une vraie recherche européenne. En tout cas, il y a une ambition de trouver des choses ensemble et que probablement chacun dans son coin, on n'aurait pas fait ni des Airbus, ni des fusées, et que ça c'est intéressant quand même comme dimension, la dimension européenne pour des gros projets comme ça. Je laisse. Tout à fait. Pour la fabrication des fusées, par exemple, on n'aurait jamais pu faire de fusée juste avec la France. C'était vraiment l'accord européen du départ qui était avec la France et l'Allemagne qui a permis d'avoir le budget d'avoir cette fusée Ariane, qui a commencé par Ariane 1. Avant ça, c'était les fusées Diamant et Véronique. Donc on a vraiment une progression vraiment stable et complète de nos programmes spatiaux. On sait qu'aujourd'hui, l'espace est de plus en plus important. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons est géré par l'espace, l'écologie, la transmission, l'observation. Nous avons une dualité et une trialité de nos programmes spatiaux. C'est-à-dire que nous avons des programmes qui sont civils et qui servent aux militaires. Et nous avons maintenant des programmes privés qui servent aux privés, aux civils, aux militaires. Donc il y a vraiment un conglomérat de tous les programmes spatiaux qui sont fondamentaux. Et pour 1 euro que vous investissez au niveau spatial, eh bien à la fin vous avez 10 000 euros qui vont sortir en économie, qui est une économie qui va correspondre à tous les process qui sont dérivés de nos affaires spatiales. Donc nous on a un budget qui est en augmentation parce que l'importance de l'espace est en croissance. Elle est en croissance dans le monde entier et on doit résister par rapport à la montée des Américains, par rapport à la montée de la Chine et aussi par l'arrivée des Indiens qui viennent d'arriver au niveau spatial. Donc on doit montrer que l'Europe existe. Si vous faites une Europe qui n'existe pas, eh bien elle va complètement être anéantie au niveau scientifique et spatial. Alors les questions, je vois des jeunes dans le fond, venez vous installer et posez vos questions aussi. Il y avait une petite jeune fille qui voulait poser une question. Vas-y. Parle bien dans le micro, lève-toi si tu veux. Ça marche, ça marche. À part aller dans l'espace, vous devez faire quoi d'autre sur Terre? Alors, dans les programmes spatiaux que nous avons, il y a les missions des astronautes, bien sûr, c'est 25%. Il y a les lanceurs, les fusées, c'est encore 25 à 30%. Il y a des programmes de satellites, et des programmes d'observation et des programmes scientifiques. Donc il y a plein de programmes qui sont liés. Donc si un jour vous voulez rentrer dans un programme spatial, eh bien vous pouvez ou être astronaute, ou être scientifique, ou être ingénieur qui sont associés aux programmes spatiaux. Et ce que je peux vous garantir, c'est que tout ce qui est lié à l'espace va être en pleine augmentation dans les années à venir. Donc si vous êtes étudiante et vous êtes intéressé par une carrière spatiale, eh bien il y a vraiment beaucoup de métiers qui seront à votre portée. Allez, dans le fond, il y en a bien qui veulent être chef étoilé ou dessinateur, là, dans le groupe de jeunes, là-bas. Je vous préparez une question, on va vous passer le micro. Et il y avait un monsieur qui voulait parler, là, ici. Voilà. Et pour le groupe de jeunes... Oui, allô ? On vous entend, on vous entend. Oui, je suis surpris de la chose que je ne sais pas bien divulguer. Le problème, c'est que je vais travailler avec un seul mot, le mot indexation. C'est-à-dire, je suis fils de délégué et je trouve que les gens ne sont pas assez habitués avec ce mot-là parce qu'il y a plein de sujets à développer. Comme vous dites, il faut réunir les choses pour l'augmentation de la vie, etc. Il faut travailler avec le mot indexation. Tout le monde, qu'on soit français et étranger, il faut qu'on regroupe toutes ces charges avec le mot indexation pour suivre l'augmentation de la vie et les retraites. Parce qu'il y a un cafouillage avec ça que tout le monde va se mettre en branle, faire des grèves et tout ça, mais il faut travailler simplement avec le mot indexation. Comme alors, ça suit pour tout le monde. Merci monsieur pour votre intervention. N'hésitez pas. Sur le pouvoir d'achat, c'est vrai, peut-être que, en l'occurrence, c'est peut-être ce qui est attendu aux élections européennes aussi, c'est qu'on parle plus de pouvoir d'achat. Bon, l'Europe, elle est peut-être un peu déconnectée de choses très pratiques. Coco Pello, qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce qu'on parlait quand même beaucoup d'économie, je pense, dans l'Europe, non? Elle est très disserte là-dessus. Vous avez suivi d'ailleurs le commissaire à l'industrie, Thierry Breton. Oui, on parle énormément d'économie dans l'Union européenne parce que de base c'est un marché
Et ça, il faut pas l'oublier, voilà. Et parfois, cette Europe, elle oublie un peu le social. C'est parce que nous aussi, citoyens, parfois, on gueule pas aussi assez contre cette Europe. Et on a des eurodéputés qui vont peser dans la balance pour rééquilibrer quand même un petit peu les choses. En tout cas, on l'espère. Non, moi, ce que j'ai constaté au niveau du Conseil européen, notamment quand on suit le Conseil, donc c'est les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent à Bruxelles à peu près tous les 3 mois. Ils se mettent dans une salle close et puis là, ils négocient en fait entre eux. Et malheureusement, et c'est ce que je pointe aussi dans la bande dessinée, c'est que parfois certaines valeurs européennes se retrouvent trahies au profit des intérêts de certains États et de certains intérêts économiques. Et ça, c'est vrai que ce sont des choses qui, moi, en tant que citoyen, m'ont un peu mis comme ça, un peu de côté, en me disant c'est dommage, je me sens un petit peu trahi de ce côté-là. Après, c'est vrai que l'Europe, elle apporte aussi énormément de choses. C'est une puissance industrielle, c'est une puissance dans le monde, que ce soit pour l'astronomie, que ce soit pour la conquête spatiale, pour tous ces grands domaines-là. Donc c'est vrai qu'il faut, là aujourd'hui, se pencher un peu plus sur cette Europe et puis peser le pour et le contre, voir ce qu'elle peut nous apporter, est-ce qu'elle peut nous apporter plus de social. Je pense qu'on l'espère toutes et tous aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand on arrive aussi dans un conseil, à la commission ou autre, on est face à d'autres nationalités. Nous, en tant que Français, le sujet numéro 1, c'est le pouvoir d'achat. Ça, c'est sûr. Par contre, pour les Polonais, pour les Lituaniens, les Estoniens, c'est la sécurité d'abord. Donc en fait, chacun arrive avec ça. C'est tout à fait ça. Oui. Alors, je vois qu'une jeune fille au fond là voulait poser une petite question. Dites-nous. Je voulais savoir si dans le domaine de l'aérospatial, avec la transition climatique, ça allait pas diminuer les conquêtes spatiales, etc. Et si l'Europe, elle n'a pas un rôle à jouer là-dedans. Alors, est-ce que voilà, ça c'est une bonne question, effectivement. Le climat et l'espace. Ouais. Alors, je pourrais vous dire qu'un exemple vraiment frappant, c'est le trou dans la couche d'ozone que nous avons trouvé grâce à nos satellites autour de l'espace. Donc, tous les problèmes que nous avons sur Terre, on arrive à les observer grâce à nos satellites. Donc, finalement, si on veut vraiment surveiller l'évolution du climat, l'évolution de l'écologie et les tendances de l'écologie et comment lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, on a intérêt à faire des observations de l'espace avec nos satellites. Et c'est ce que nous faisons. Sachant que si on regarde sur l'ensemble de la pollution au CO2 que nous avons dans le monde entier, l'espace et l'aéronautique, c'est 2%. Les réseaux sociaux, TikTok et Facebook, c'est 10%. Il va falloir arrêter les réseaux sociaux alors. Et puis puisqu'on parle de réchauffement climatique, d'écologie, Julia Sedevjan, c'est devenu, vous êtes une jeune chef, c'est intégrer cette dimension écologique, cette dimension de protection de la planète dans votre cuisine. Oui, je pense que en tant que chef, c'est notre rôle aujourd'hui aussi de prendre ça très à cœur dans le recyclage, dans tout ce qui est utilisation de plastique aussi dans nos cuisines, tout ce qu'on peut essayer de recycler un maximum sur les déchets, sur les contenants aussi. On a des livraisons, combien de caisses en bois, en polystyrène tous les matins qui sortent de nos restaurants. Donc c'est réfléchir à toutes ces logistiques-là. Oui, c'est notre rôle. Alors, très bonne question des jeunes, en tout cas. D'autres jeunes et d'autres moins jeunes, d'ailleurs. Tout le monde a le droit à la parole. Monsieur, et par ici, préparez un peu des questions. Oui, je voulais savoir, pour la gastronomie, est-ce que vous avez des idées, par exemple, de faire un plat typiquement européen, si vous voulez voir où je suis, typiquement européen, en mélangeant la cuisine espagnole et italienne. Et ce serait le plat européen. L'espéranto gastronomique. Est-ce que vous visez l'espéranto gastronomique? C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Nous, on est pour, on viendra le manger. À quoi ça pourrait ressembler, ce plat européen? Ce plat européen, est-ce que je peux essayer de mixer la bouillabaisse et les lasagnes, par exemple? On peut réussir. Pourquoi pas? En soi, la créativité, elle n'a pas de limite. Donc, on peut songer à beaucoup de choses, beaucoup de mélanges. Et c'est ça qu'on cherche en cuisine aussi. C'est beaucoup de partage. Et d'ailleurs, moi aussi, dans mes équipes, je suis habitué à travailler avec beaucoup de personnes de cultures différentes. Donc, on arrive à mixer un peu de nos cultures, de produits qu'on affectionne. Donc, on me cite dans l'oreillette l'idée de boulettes de Rennes à la mozzarella. Ça peut être une bonne idée d'un plat européen. On viendra le manger avec monsieur qui a l'air intéressé. C'est bien, monsieur. Très intéressant. Dites-moi, des questions par là. Peut-être sur la série, tenez, la Parlement un petit peu. Madame, ici. Et préparez des questions, les gens qui viennent de rentrer, là, pour nos intervenants.
On est preneur. Allons-y. Alors j'avais une question davantage pour Coco Pello. Quel était le moment marquant pour vous pendant cette découverte de l'Europe sur la BD ou sur... qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Ce qui m'a le plus marqué, alors à part Bruxelles et Strasbourg, j'ai fait effectivement d'autres pays européens pour savoir comment les autres pays voyaient l'Union européenne. Et le moment le plus marquant a évidemment été en novembre 2023 où je me suis rendu jusqu'à Kiev avec une délégation de parlementaires français. Et où là, j'ai des Ukrainiens qui m'ont directement parlé de leur désir d'Europe, de leur désir d'entrer dans cette Union européenne. Et donc, je me suis mis à peser le pour et le contre et si on fait entrer l'Ukraine, donc on doit revoir aussi le fonctionnement, mais on doit aussi voir comment on peut accueillir ces Ukrainiens qui luttent aujourd'hui face à la Russie, face à d'autres puissances qui ne veulent pas que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Bon, il y a la Moldavie, la Géorgie aujourd'hui, qui a aussi envie d'entrer dans l'Union européenne avec des manifestations monstres. Et c'est vrai que dans le débat français, on n'en parle peut-être pas assez, mais ça va nous concerner toutes et tous. Et il faut qu'on se mette aussi à parler un peu élargissement dans cette campagne. Alors, peut-être, Madame Servan-Schreiber, dans votre série, il faut quand même rappeler qu'il y a des vrais personnages qui jouent. Des députés européens, des commissaires, des commissaires, etc. Oui. Des vrais. C'est assez drôle ça, parce que vous êtes dit, tiens, on va faire jusqu'au bout. Non seulement on tourne dans le vrai lieu, c'est le vrai Parlement européen, mais en plus avec des vrais députés. Hein. Oui, on a eu des participations de l'ancien ministre Clément Beaune, Manon Aubry. Vous pouvez rapprocher votre micro. Oui. Enfin, je ne me souviens pas de tous les noms, mais vous avez raison, on a eu, et on en aura encore, je les tiens pour l'instant secrètes. Margaret Vestager, Manon Aubry aussi, la députée. Voilà. Et il y avait une question, je vois par ici, c'est ça une question de ce côté. Ah, de ce côté-là, pardon. Moi, j'avais une question juste à quand la série Commission, donc après Parlement, la saison Commission. Voilà, c'est la 4e saison. Nous venons de finir le tournage et vous la verrez à la rentrée. Et effectivement, on va rentrer dans le fonctionnement de la Commission. Et vous allez voir les comédiens au milieu des personnages réels. Okay, super, merci beaucoup. Et sans forcément nous dévoiler l'intrigue de la 4e saison de Parlement, est-ce que cette guerre en Ukraine, qui est aux portes de l'Europe, ça va prendre de plus en plus de place? Non, on parle assez peu d'actualités trop brûlantes parce qu'on veut pouvoir garder une pérennité pour pouvoir diffuser plus tard dans d'autres pays encore et à tout jamais cette série. On ne veut pas être trop sur l'actualité. Alors, des questions encore. Levez vos mains. Vous vouliez juste finir? J'en avais une autre, mais plus du côté aérospatial. Quelle est la place de l'Union européenne dans le développement du droit de l'espace, tout simplement? Est-ce qu'elle joue un rôle? Et aussi, quels sont les grands objectifs de l'Union européenne dans l'espace? Parce qu'on voit en ce moment la Chine et les États-Unis qui retournent sur la Lune. Et on peut se demander si l'Union européenne veut aller sur la Lune. Est-ce qu'on veut aller sur la Lune, nous les Européens? Alors c'est compliqué parce que c'est pas l'Union européenne qui fait l'espace, c'est l'Agence spatiale européenne, et ce sont pas les mêmes pays entre l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne. Nous sommes 22 pays qui contribuent aux programmes spatiaux. Alors nous avons un programme de coopération avec les États-Unis dans la station spatiale à raison de 8,3%. Donc on a 8,3% d'utilisation de la station spatiale en matière scientifique, en matière opération des astronautes, en matière de coopération globale. Et grâce à cette coopération, nous avons lancé 3 éléments qui sont le module Columbus, qui est un module scientifique, c'est la maison européenne de la science dans la station spatiale qui est dockée. On a fait 5 ravitaillements de modules de ravitaillement ATV du sol vers la station spatiale avec la fusée Ariane 5 pour payer le lancement de Columbus sur le dos d'une navette spatiale américaine. Et on a le corps des astronautes européens. Grâce à cette coopération, les Américains ont identifié que ce module ATV de ravitaillement était extrêmement efficace. Donc, toutes les missions qui iront sur la Lune seront propulsées par le module de service européen qui est un dérivé de l'ATV. Donc, toutes les missions que vous verrez sur la Lune à partir de la première Artemis 2, qui sera une mission habitée et qui commence l'année prochaine, la propulsion et la navigation seront faites par les Européens. Et nous aurons, grâce à cette coopération, nous aurons 3 astronautes européens qui iront sur la Lune grâce à cette coopération. Donc c'est quand même assez incroyable d'avoir un jour, proche, dans moins de 5 ans, un Européen ou une Européenne qui ira sur la Lune grâce à la coopération. Alors j'ai envie de dire, Monsieur Tonini, l'Union européenne, elle lutte aussi contre les fake news. Et il paraît qu'on vous pose sans arrêt la question.
Alors je vais vous la poser, comme ça nos téléspectateurs seront au courant. La question qui vous est le plus posée en ce moment, c'est est-ce que les Américains sont bien allés sur la Lune? Alors c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, surtout il y a 15 ans. Est-ce qu'on a vraiment été sur la Lune? Parce qu'il y avait beaucoup de fake news. Alors je disais à cette question-là, on me pose toujours deux questions. On n'a pas été sur la Lune et la Terre est plate. Alors j'ai dit, sur la Lune, j'y suis pas allé, je peux pas le dire, mais la Terre est plate, oui, la Terre est vraiment plate, surtout intellectuellement. Ça, c'est la réponse que je donnais avant. Mais maintenant, les Américains ont lancé un nouveau satellite qu'on appelle Lunar Orbiter autour de la Lune depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, on voit les LEM et les 180 tonnes de matériel qu'on a laissé après les missions lunaires qui sont encore sur la Lune. Donc ça, c'est pour ça que toutes les fake news se sont arrêtées sur « on n'a pas été sur la Lune ». Donc maintenant, on n'en parle plus. On a laissé des traces sur la Lune. D'autres questions? D'autres questions par là? Monsieur, par exemple. Je crois qu'il voulait intervenir. Et un monsieur par ici? Ou une dame? Une jeune fille, là-bas. Ah, les trois, là, je vous ai vu. Il va falloir préparer une question. Ah, allez-y, monsieur. Merci. Vous n'avez pas du tout évoqué le programme Erasmus et on considère que c'est une des grandes avancées et quelque chose qui a vraiment créé cette culture et science européenne et ce sentiment d'appartenance. Est-ce que certains d'entre vous y ont participé? Comment vous voyez évoluer ce genre de programme de coopération pour la jeunesse et d'échange entre les pays? On ne peut qu'être favorable et même enthousiaste. C'est pas à mon âge que je vais aller chez Erasmus. Mais alors, vous avez dans cette journée de l'Europe des gens avec les t-shirts I Love Erasmus, Erasmus+. Ça a créé peut-être une génération d'Européens. Il y avait un autre film, évidemment, L'Auberge espagnole, que vous n'avez pas produit et vous le regrettez peut-être, de Chris Caplich sur cet Erasmus. Et c'est vrai que visuellement, en matière d'évolution de la société, c'est très important, non? Absolument. Et je crois qu'il y a une série télévision qui se prépare aussi avec tous ces jeunes Européens. Mais on ne peut pas parler de tout, parce que vous parliez de science, mais on pourrait parler de toute la recherche médicale qui a été européanisée, si on peut parler comme ça, et qui a fait des progrès extraordinaires. Tous les grands médecins travaillent tous en relation les uns avec les autres. Et ça nous concerne tous, puisque nous sommes des citoyens supposés tomber malades un jour. Et l'Erasmus des apprentis aussi, c'est ouvert, notamment pour les cuisines. C'est pas seulement maintenant les universitaires, etc., qui vont voyager. Vous allez peut-être vous retrouver à prendre des gens d'autres pays, finalement, dans vos cuisines. Oui, puis il y a de plus en plus de classes étrangères, même dans les lycées hôteliers en France. Donc on est amené à former aussi des étrangers dans nos cuisines et c'est un vrai plaisir de partage. Et puis Julia Sédévian, on peut préciser aussi que vous êtes engagé sur l'intégration des personnes migrantes qui arrivent en France et vous avez travaillé avec elles sur certains établissements. Déjà, je reçois quelques jeunes des associations comme la Croix-Rouge qui nous envoient des jeunes justement qui veulent peut-être se lancer dans la cuisine, qui viennent découvrir le métier avec nous. Et oui, des opérations avec le Crous, avec des cantines de réfugiés où je vais cuisiner avec des étrangers. Donc plein de petites opérations comme ça qui font la beauté de ce métier. C'est pour ça que j'aime ça. C'est ces échanges en fait. Voilà. Les échanges par-delà les frontières. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois trois petits jeunes là. Ils vont se répartir là. Faites-leur passer un micro. Ils vont réfléchir à une prochaine question. Dans le fond, une petite question. Par là. Allez, n'hésitez pas. Nos intervenants sont là pour ça. Bonjour, j'ai une question, une deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la coopération européenne dans le cinéma? Parce que vous avez déjà fait peut-être que la série Parlement européen, c'est en coproduction avec d'autres pays européens. Et comment fonctionnent les coproductions européennes? Et juste peut-être une question pour les présentateurs, comme on vous a pas posé de questions. Est-ce que là, je vois qu'il y a Public Sénat, France 24. Est-ce que vous pensez que c'est possible de publier plus des extraits du Parlement européen, de faire des émissions en direct avec des eurodéputés sur les chaînes parlementaires et sur France 24? Merci. Alors, on va répondre si vous nous le permettez. Avec Alexandre, nous proposons toutes les semaines un débat de 17 minutes avec des parlementaires européens sur France 24 et sur Public Sénat.
Ici l'Europe, donc je fais un peu de pub veuillez m'en excuser, on fait un petit peu de pub. Et en effet, il ne faut pas que ce soit uniquement à l'occasion des élections européennes qu'on parle d'Europe, donc il faut que cet engagement il soit tenu tout au long de l'année, ce que nous faisons d'ailleurs. Et donc je pense que c'est assez intéressant parce qu'ils ont des profils assez étonnants, souvent, très différents des profils strictement français. Mais je crois que vous allez répondre à l'autre question qui vous était posée, Madame Servan-Schreiber. Écoutez, évidemment, sur Parlement, on a tout de suite monté l'opération avec nos amis allemands, heureusement, parce que nous n'avions pas suffisamment de financement avec le côté France Télévisions. Et pour vous raconter, je suis en train de tourner une série sur l'arrivée des talibans dans Kaboul, une série de 6 fois 52 minutes, où nous avons comme partenaire France Télévisions Internationale, la RAI, c'est-à-dire l'Italie, la ZDF, c'est-à-dire l'Allemagne, la Belgique, la Grèce, et nos réalisatrices sont polonaises. Alors si on ne fait pas de l'Europe avec tout ça, je ne sais pas comment il faut faire. Un beau mélange. Alors il y avait une petite question des 3 jeunes là-bas. Oui, bonjour, c'est une question pour Michel Tonini. Donc je suis intéressée par la défense et l'aéronautique et je suis en école de commerce. Je voulais savoir s'il y avait des parcours possibles pour moi pour travailler dans ces domaines plus tard, sachant que j'ai pas de formation en ingénierie ou quoi. Alors, il est toujours possible de, même après une carrière commerciale, de faire une formation scientifique, soit par des écoles d'ingénieurs, soit par la faculté, pour avoir l'équivalent d'un bachelor. Et à ce moment-là, vous aurez l'idéal, parce que vous aurez la formation scientifique plus la formation finance et commerciale. C'est exactement ce qu'a Elon Musk, et on voit comment il réussit brillamment grâce à cette double formation scientifique et financière. Donc je vous recommande de le faire parce qu'on manque de ces profils qui sont à moitié scientifiques, à moitié financiers. Parce que moi, quand j'ai fait mon école d'ingénieur, il était interdit de parler du prix. Il fallait faire le meilleur produit, quel que soit le prix. Aujourd'hui, qu'il y a une concurrence, il faut faire le meilleur produit avec le meilleur prix. Donc les gens comme vous sont très importants. Alors, ouais. Allez-y. Alors, c'est les dernières questions. Vite, levez les mains parce que c'est votre dernière chance là de poser vite des questions. Monsieur là-bas. Au fond et de dans le fond, une jeune fille au fond. Voilà, tout à fait. La jeune fille au fond. Je peux. Voilà. Je peux poser ma question. On a juste 2 petites questions. Une pour le cinéma. Est-ce que le cinéma pourrait être porteur, pourrait diffuser beaucoup de formations dans tous les domaines? Parce que on aime bien regarder le cinéma. Je crois que le cinéma a un rôle très très important à jouer dans le domaine de la formation, mais de tout. Et la deuxième question, est-ce que notre espace européen nous protège? Est-ce que il est bien protégé vis-à-vis des Chinois, des Américains et puis d'autres puissances? Voilà. Si vous appelez formation la technicité de certains métiers, je ne pense pas. Par contre, le cinéma est porteur de valeurs, est porteur de débats, est porteur d'engagement, et vous avez énormément de films, de cinéma et de télévision qui incitent justement au débat et à réfléchir à ce qu'est notre société, et à ce qu'est notre monde, et à ce qu'est notre démocratie. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais vraiment énormément de films y participent. À vous. Au niveau protection spatiale par rapport à la Chine et par rapport à l'Inde, eh bien la meilleure façon de se protéger, c'est de coopérer. Donc c'est d'exister et coopérer. Exister, c'est-à-dire avoir nos lanceurs. Nous allons avoir cette année le lancement d'Ariane 6. Après ça, on aura le lancement de Vega C, la fusée italienne. Donc on va exister. Et aussi coopérer. J'ai institué une coopération avec la Chine au niveau spatial entre les taïkonautes chinois et les astronautes européens, ce qui fait que tous nos astronautes européens ont appris le chinois pour faire des entraînements à Pékin au centre des taïkonautes, et eux les Chinois venaient s'entraîner à Cologne. Donc on a fait ça pendant quand même presque 10 ans, jusqu'à ce que les Américains s'en rendent compte, nous disent c'est pas très bien, arrêtez. Donc on a arrêté. Mais je peux vous assurer que ça fonctionne bien en coopération. Également avec l'Inde, on coopère avec l'Inde au niveau spatial. Les Indiens, j'ai travaillé avec eux il y a presque 30 ans pour qu'ils commencent à mettre en place un système de vol habité, donc les vaimonautes, qui sont les astronautes indiens qui iront dans l'espace. Et bien maintenant, ça y est, ils le font, ils ont leur corps d'astronautes, ils ont leur fusée. Et ça y est pour nous aussi. Nous devons refermer, bien sûr, je rappelle à tous nos téléspectateurs, élections européennes, un seul tour le 9 juin. Merci à tous les 4 d'avoir montré cette effervescence culturelle et scientifique en Europe. Merci au public d'avoir posé des questions. Merci aux téléspectateurs d'avoir suivi cette émission.
et très bonne suite des programmes sur nos antennes. On continue à vous faire suivre l'actualité.